Le Conseil des sages de Sainte-Geneviève-des-Bois vous présente Mon espace santé, avec la participation de Monsieur Souil Zebouch, chef de projet senior Ségur du numérique. Rebonjour à tous. Alors, moi je suis Monsieur Zebouj, je travaille au Cézanne. Le Cézanne, c'est un groupement d'intérêt public qui a pour mission publique de déployer la e-santé sur l'île de France. On travaille en lien avec l'assurance maladie, l'agence régionale de santé, le ministère de la Santé, et puis d'autres acteurs de la santé, du médico-social et du social. Donc, dans nos missions, on a pour but de déployer Mon Espace Santé. Donc, Mon Espace Santé, c'est un outil. Alors, je pense que qui connaît Mon Espace Santé dans la salle? Et c'est le bordel. Alors, j'en suis déjà à qui connaît. Ok. Donc, oui, donc une personne sur trois à peu près. Par rapport à d'autres groupes que j'ai vus, vous êtes au-dessus de la moyenne. Donc c'est déjà une bonne chose. Donc deuxième question, qui a activé Mon Espace Santé? D'accord. Très bien, là aussi. Généralement, j'ai une ou deux personnes dans l'Assemblée qui ont activé Mon Espace Santé. Mon Espace Santé a été lancé l'année dernière lors d'une grosse vague d'informations et de création de comptes de février à mai 2022. Ce service, cet outil a été lancé par l'assurance maladie dans la prolongation de ce qu'on appelait avant le dossier médical partagé, donc, qui a été créé en 2000 et qui n'existe plus pour les patients. Il existe encore pour les professionnels de santé, mais pour les patients, les usagers tels que nous, il a été remplacé par Mon Espace Santé. Alors pourquoi ce remplacement? Principalement pour faire un outil qui va au-delà du simple stockage de documents médicaux. On va le voir plus tard. Mon Espace Santé offre beaucoup plus de services que l'unique entrepôt, entre guillemets, de documents médicaux. Donc, dans Mon Espace Santé, il y a le mot espace. C'est un espace c'est un espace de confiance. Donc, on le verra plus tard. On va beaucoup parler de sécurité des données, sécurité d'accès aux données. Mon Espace Santé, c'est ce que vous avez connu et ce que j'ai connu également, l'extension du carnet de santé, papier. On se rappelle tous de notre cher carnet de santé. Il avait ses avantages puisque tout était notifié, notamment lors de l'enfance et de notre jeune vie, mais ensuite on risquait de le perdre, on risquait de ne plus pouvoir reconnaître ce qui était écrit. Il était accolé également en tout cas en ce qui me concerne, le carnet de vaccination, qui n'était pas forcément inclus dans le carnet de santé. De l'autre côté, je pourrais vous parler également de toutes les radios, de tous les comptes rendus papier que vous avez chez vous, que ça vous concerne vous, votre conjoint, des enfants, des petits-enfants. Enfin bref, tous ces dossiers de papier qui prennent de la place, pour lesquels il y a un risque de perte ou un risque de perte d'information parce que l'écriture, au fil des années, disparaît. Donc c'est l'idée de Mon Espace Santé, c'est d'avoir un service numérique qui permet de regrouper déjà tous ces documents médicaux et on va le voir tout de suite. Je vais m'attarder beaucoup sur cette slide puisque je vais aller à l'essentiel. Donc, je vous ai parlé de la partie documents médicaux. Donc, dans Mon Espace Santé, qui est un service numérique, donc c'est soit un accès via le web sur votre ordinateur, soit une application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone, comme n'importe quelle application, qui vous permet, dans un premier lieu, de retrouver tous les documents médicaux qui ont été produits et envoyés par des professionnels de santé, du médico-social, et de pouvoir aussi vous alimenter d'autres informations. Et ça, c'est une nouveauté. Dans votre carnet de santé, vous ne pouviez pas accoler des informations, vous ne pouvez pas écrire dessus. Dans Mon Espace Santé, vous pouvez. Monsieur Cluzot a parlé des directives anticipées auparavant. Dans Mon Espace Santé, vous pouvez les inscrire. Ça n'a pas de valeur légale, puisqu'effectivement, il faut que le CERFA soit rempli, etc. Vous pouvez également, mais vous pouvez l'indiquer quand même dans Mon Espace Santé, c'est à titre d'information,
pour le corps médical en cas d'urgence et si besoin. Vous pouvez également indiquer la désignation de la personne de confiance. Vous pouvez également indiquer votre entourage proche en cas de souci. Et vous pouvez indiquer aussi ce qu'on appelle le cercle de soins. Le cercle de soins, c'est tous les professionnels de santé, du médico-social, voire du social, qui vous entourent, qui vous suivent dans le cadre de votre parcours de vie, de santé et de soins. Donc c'est des choses qu'on ne pouvait pas écrire sur un carnet de santé et qu'on peut reporter désormais dans un espace de confiance qui s'appelle Mon Espace Santé. Vous pouvez également rajouter d'autres informations comme les allergies, les antécédents, votre taille, votre poids, qui peut être suivi sur le temps. Donc beaucoup d'informations qui vous rendent davantage acteur de votre parcours et qui permet à un corps médical qui a besoin de ce type d'informations. On pense souvent aux urgences, mais on pense aussi, moi j'évoque toujours l'exemple d'un médecin, vous le savez, on manque de médecins de ville. Les médecins de ville il y en a beaucoup qui partent à la retraite et on peut se retrouver dans le cas de rechercher un nouveau médecin. Oui. Pour confirmer ce que vous dites, il est prévu que 1500 médecins partent à la retraite sur cœur des seules agglomérations juste de notre région. Et il y en a 600 qui sont prévus d'arriver. Ouais. Alors, moi j'ai beaucoup travaillé avec les médecins de ville, donc c'est un sujet que je connais et ce que j'ai remarqué quand j'étais à leur côté dans le cadre de la coordination de soins, c'est que les médecins de ville, même s'ils sont en sous-effectif, ils sont prêts à prendre des patients, de nouveaux patients, notamment des patients en situation complexe ou des maladies, mais ce qui leur pose problème, c'est de faire cette fameuse première consultation où ils sont obligés de rebalayer un peu toute l'historique médicale du patient. Donc des outils comme Mon Espace Santé permettent de dégager du temps médical pour eux, d'accéder à des informations et donc d'être plus amène à prendre un nouveau patient. Donc c'est un outil qui fait écho chez eux et qui est une réponse à la démographie médicale qui est en souffrance en France. Voilà, donc c'est aussi vous en tant qu'acteur, l'installer, y accéder, le renseigner, c'est aussi un outil c'est aussi un acte dans le cadre de votre prévention, dans le cadre de votre prise en charge et dans le cadre du bien-être de tous et dans le cadre de l'optimisation des parcours, notamment pour le corps médical qui a besoin de dégager du temps médical. Donc voilà, donc renseigner ces informations, c'est quelque chose d'important. Comment est alimenté Mon Espace Santé ? Mon Espace Santé est alimenté par le DMP. Donc le DMP existe dans la version qu'on a connue depuis 2000, mais n'est accessible que par les professionnels de santé médico-sociale et sociale. On a initié depuis l'année dernière un gros effort pour inciter tous les acteurs de la santé à renseigner des documents, à envoyer des documents vous concernant tous les patients, les usagers, dans le DMP, afin que tout le monde les retrouve. Concrètement, quand vous avez un séjour hospitalier, quand vous êtes hospitalisé, à la sortie de l'hospitalisation, il y a 3 documents obligatoires que l'hôpital devra mettre à disposition dans ce fameux DMP et que vous allez retrouver dans Mon Espace Santé. Ces 3 documents sont le compte-rendu d'hospitalisation, la lettre de lésion, qui est utile pour tout le corps médical, enfin tous les acteurs de la santé qui vont vous suivre en ville dans le cadre de votre retour à domicile, et l'ordonnance de sortie. Donc tout ça, c'est déjà en cours. Ça va être alimenté de manière automatique. Là où avant, on pouvait recevoir un compte-rendu d'hospitalisation par courrier. Il y a même des pratiques d'envoi d'ordonnances par fax ou enfin, des choses comme ça. Là, c'est automatisé, c'est alimenté directement dans cet espace. Oui. Vous avez demandé ces comptes rendus qui sont envoyés, vous avez dit, automatiquement, oui. Sans l'accord du patient ? Alors, je vais y venir après. Je vais répondre tout de suite. Ça va être plus simple parce que c'est vrai. Non, mais c'est la question centrale qui vient sur Mon Espace Santé, c'est la question de la sécurité. Moi, j'ai aucun problème à inverser l'ordre.
parce que c'est une vraie question, la sécurité. La sécurité, déjà, c'est ne pas pirater les données, vos données. Donc, il y a des vols de données, et je pense que vous avez dû en entendre parler dans les médias. Voilà. Mon espace santé, les données sont dans la même boutique, la même maison que l'assurance maladie. Donc, ça répond à des niveaux de sécurisation assez élevés. C'est le même niveau de sécurisation que les données que vous pouvez avoir via Amélie, enfin sur Amélie. Donc ça, c'est déjà le premier point. Après, le risque zéro, je suis de l'école qui... le risque zéro n'existe pas. Encore en juin, je prends un exemple, Doctolib a eu un piratage de données. Et pour autant, tout le monde continue à utiliser Doctolib. Donc, parce que ça fait partie des solutions. Il y a 2 ans, je vous donne un autre exemple, le ministère de l'armée américaine s'est fait pirater ses données. L'hôpital de Corbeil a été piraté. Ouais. Non, je suis d'accord. Après, on ne parle pas de tout. Il y a à peu près 600 établissements de santé en Île-de-France. Non, simplement, ça peut se faire sans la confirmation. Alors, le premier niveau, c'était déjà rassurer sur le niveau de sécurisation des données par rapport au vol et au piratage. Le deuxième niveau, c'est la sécurité par rapport à l'accès aux données. Donc, c'est là où je réponds directement à votre question, dans le sens où vous, en tant que patient utilisateur de Mon Espace Santé, vous pouvez déjà vous opposer à la création de Mon Espace Santé. Il y a 1,8% à date des Français qui ont fait cet acte d'opposition. C'est-à-dire qu'ils ont dit, moi je veux pas en entendre parler, je veux que personne n'ait accès à mes données, et je ne veux que personne ne donne mes données, donc compte rendu d'hospitalisation, des informations assez vitales, hein, mais c'est un droit. On a parlé du droit du patient, la loi Kouchner, etc. Ça reste dans cette continuité-là. Et à quel endroit vous le faites, cette opposition? Vous appelez 3422, vous pouvez le faire. Ou vous envoyez un mail, ou vous allez dans votre espace assurance maladie. Si on n'a pas créé, on ne peut pas y aller. Pardon? Si on ne l'a pas créé, on ne peut pas y aller. Non, vous pouvez. Il est créé pour tous les Français. Entre février 2022 et mai 2022, on l'a créé pour 95% des Français, cet espace santé. Il y a une étape qui vient, qui est l'activation. Voilà, c'est ça. Entre la création et l'activation, vous pouvez vous opposer. Donc vous pouvez vous opposer très simplement. Pas activé, est-ce que ces documents vont quand même dans l'espace santé? Ils vont dans le DMP. C'est-à-dire, ouais. Ils vont dans le DMP et ils ne sont accessibles que par les professionnels de santé. Ils n'existent plus pour les patients, pour les usagers, pour nous, mais ils continuent à exister pour les professionnels de santé. Faut bien avoir en tête que les professionnels de santé échangent entre eux, via messagerie, sur un patient. Ça fait partie de l'exercice coordonné et ça optimise un peu la prise en charge médicale. Donc quand vous vous opposez, vous pouvez aller encore plus loin, c'est-à-dire recourir au droit d'effacement, entre guillemets, de vos données aussi. Ça, c'est un droit qui existe depuis la loi Kouchner et qui ne concerne pas que Mon Espace Santé. Hein. Voilà, ça concerne le droit d'information et d'accès à l'information d'un point de vue général. Juste pour finir, si vous vous activez, et j'espère que vous allez activer, parce que moi, je suis là, j'y crois à 200%, et d'autant que j'ai pas mal travaillé dans les situations complexes et je connais l'urgence, l'importance d'avoir la bonne information au bon moment pour un patient. Si vous l'activez, vous pouvez également bloquer l'accès à certains professionnels que vous choisissez. Vous pouvez autoriser des professionnels qui n'y avaient pas accès. Vous pouvez bloquer un document pour que les autres n'y aient pas accès. C'est pas tellement de professionnels que je pense qu'à d'autres personnes. Alors, allez-y, parce que j'allais y venir. Tout ça est régi par le Code de la santé publique dans le cadre du secret médical. Le secret médical, il dit quoi? Il définit l'accès à des informations suivant votre statut en tant que professionnel. Je vous donne un exemple. Un podologue ne peut pas avoir accès à un compte-rendu psychiatrique. Un compte-rendu psychiatrique
ne peut être accessible que par votre médecin traitant. Donc il y a une matrice, suivant les professions de santé, on va définir à quel type de documents ils vont avoir accès. Ça a été défini dans le cadre d'une logique de parcours de santé et de soins, c'est-à-dire dans le cadre de qu'est-ce qui est utile pour un professionnel de santé. Donc un podologue, c'est pas utile pour lui un compte rendu psychiatrique. Et c'est quelque chose d'assez sensible. Je prends cet exemple parce que c'est l'un des plus sensibles. Je pourrais prendre dans le cadre de l'oncologie tout ce qui est consultation d'annonces. On doit respecter le patient, on ne doit pas échanger de documents liés à la découverte d'un cancer avant avoir informé le patient. C'est un respect humain, c'est défini comme ça, et c'est respecté. Dans le cadre de mon espace santé qui se base sur la loi. Cette loi-là, elle existe depuis 1990. Toute personne qui viole le secret bancaire encourt des peines pénales, jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, il est radié de l'ordre, il y a une amende, il y a eu des cas. Le numérique n'augmente pas plus les cas de violation secret médical. Il en existe malheureusement, et on a quelques histoires de temps en temps. Là aussi, on ne parle pas de tout ce qui ne se passe pas, tout ce qui n'est pas violé, enfin bref. Donc, en tout cas, vous avez la possibilité de bloquer un document, de bloquer un professionnel, de vous opposer. C'est une liberté. Donc, il y avait une question juste avant. Moi, j'ai un DMP. Est-ce que tout ce qui est dans mon DMP est déjà automatiquement dans mon espace santé, même si je n'ai pas activé? Ouais. Alors, à partir du moment où vous activez votre espace santé, il y a une reprise d'historique de 2 ans de tous les documents et renseignements qu'il y avait dans le DMP. Donc, il faut absolument que je l'active pour qu'il se présente. Moi, je ne peux que vous donner ce conseil. C'est mon rôle et j'y crois. Au-delà de mon rôle, j'y crois fortement. Je suis en bonne santé, j'utilise mon espace santé pour mes enfants, pour le rappel des vaccinations, la dernière fois, je l'ai utilisé pour un truc très bête, pour scanner mon ordonnance d'ophtalmo, juste pour l'avoir dans mon smartphone. Et quand j'allais choisir des lunettes, ça m'évitait de sortir l'ordonnance et je montrais à tous les opticiens qui me demandaient à chaque fois quelle est ma correction, etc. Parce que quand j'ai reçu le message de l'espace santé, vous avez votre espace santé, activez-le. Si vous ne le faites pas, dans tant de mois, il sera fait automatiquement. Oui, parce qu'il y a l'histoire des 2 ans. C'est glissant. Non, il sera activé automatiquement? C'est ce qu'on a dit dans le courrier. Non, il y a peut-être, ça a été peut-être mal formulé. Ou vous l'avez... Moi, je n'ai pas fait. J'ai dit, il sera activé. Non, je vous confirme que par rapport à tout ce que je vous ai dit sur le respect des droits, etc., l'activation se fait par la volonté, le consentement du patient. Enfin, de l'usager, c'est même pas que du patient. Il y avait une question juste... Oui, moi, quand on perd la tête, style Alzheimer, et qu'on mélange tous les médecins, si certains médecins n'ont pas accès, comment ils peuvent savoir? Il y a une vidéo de votre question que j'ai entendu lorsqu'on perd la tête. Lorsqu'on perd la tête, qu'on est début d'Alzheimer, ouais. Et qu'on a une multitude de médecins qui ne savent pas si on l'est vraiment ou pas encore, ou ça peut encore attendre, pour qu'ils aient accès à tout ce qui est fait, à toutes les consultations qui sont faites. S'ils n'ont pas tous accès, comment ils peuvent savoir? Alors, mon espace santé ou numérique en règle générale ne règle pas tout. Imaginons ce qui est le cas aujourd'hui, vous êtes dans un monde sans mon espace santé. Par rapport à votre question, comment il faut? Il y a soit quelqu'un de votre entourage qui va signaler un événement, soit, et donc appeler peut-être votre médecin traitant qui est vraiment le référent, normalement le coordinateur du parcours, soit un autre professionnel, je pense notamment aux infirmiers qui viennent à domicile et qui jouent un rôle central. Ils vont essayer de prévenir des spécialistes. Ils vont essayer aussi de mettre en place une prise en charge d'un point de vue social avec les GIR, etc. Mettre en place la PAC. Voilà. L'apport de mon espace santé, c'est d'avoir tous ces échanges
et les documents concernés dans un espace qui est facilement accessible. C'est dur de répondre à votre question parce qu'il ne faut pas avoir une attente de se dire mon espace santé va régler ce type d'événement. Il y a quand même le rôle humain qui perdure. Il faut que la situation de la personne soit signalée à quelqu'un. Il faut que ce quelqu'un qui a eu l'information prenne en charge, déclenche la prise en charge, coordonnée avec d'autres acteurs, qu'il ne le fasse pas tout seul. Mon espace santé ou les outils numériques facilitent juste l'échange d'informations et la mise à disposition des documents médicaux. On n'est pas sur des outils type téléconsultation ou signalement à distance. Là, mon espace santé, c'est juste fluidifier les interactions entre les professionnels de santé et mettre à disposition les documents ou les informations vitales. D'accord. Oui. Vous direz si j'ai bien compris. Donc, lorsque vous recevez une ordonnance, une prescription de la part de votre médecin, vous devez scanner le document dans l'espace. Vous pouvez le scanner. Depuis fin mai 2023, vous en tant que patient, vous pouvez recevoir cette ordonnance si le médecin l'envoie sur le DMP. Vous pouvez recevoir cette ordonnance dans mon espace santé et derrière vous pouvez l'envoyer à votre pharmacien. D'accord, mais parce que moi, mon médecin n'utilise pas l'informatique. Oui, encore papier crayon. Oui, bien sûr. Je vous apprends rien. La France, comme d'autres pays, se sont engagés dans un virage numérique sur plein de sujets. On a commencé par les impôts, il y a d'autres démarches socio-administratives. Il y a nous, citoyens, il y a forcément une bonne partie des citoyens qui sont un peu mis de côté parce qu'ils n'ont pas une habilité numérique, ils n'ont pas un usage. Il y a des acteurs, des professionnels, eux aussi, ils sont pas numériques. Oui, je travaillais avec des médecins qui géraient leur patientèle sur des cahiers ou sur les fameuses armoires avec les étiquettes, etc. Oui. Il y en a de moins en moins, c'est tout ce que je peux vous dire. Et il y en aura toujours. Donc voilà, après c'est des histoires de proportion. Mon ordonnance, par exemple, rédigée par un médecin qui utilise papier crayon, à partir du moment où je vais chez le pharmacien, par contre, là, c'est informatisé. À ce moment-là, ça va rentrer dans l'espace le crayon qui ne l'a pas saisi, ça n'arrivera pas chez le pharmacien. Non, mais le pharmacien, lui, lorsqu'il reçoit cette ordonnance, lorsque je lui présente cette ordonnance, il la scanne. Oui. Il la scanne, et donc ça rentre dans l'espace santé. Si le pharmacien l'a envoyé, c'est pas automatique. Parce qu'en fait, le pharmacien, lui, il la scanne pour les histoires de remboursement. Oui. Pas pour les histoires. C'est pas lui qui a produit le document. C'est pas lui qui a produit l'ordonnance. Les documents dont on parle, il ne peut être mis dans le DMP que par des personnes qui ont produit le document. Donc, en l'occurrence, là, c'est le médecin qui aurait dû envoyer l'ordonnance sur le DMP. Oui. Donc, il l'a pas fait. Et moi, est-ce que je peux y pallier ? Vous pouvez la scanner, comme vous l'avez dit à un moment, et la déposer dans votre espace santé. Ça, vous pouvez le faire. Oui. Le médecin traitant a accès au dossier médical. Si je vais en province et que je dois consulter un autre médecin, est-ce que cet autre médecin va automatiquement avoir accès à ça ? On l'a vu avec la loi Kouchner qui a été présentée avant. Il y a ce qu'on appelle le cercle de soins, sorte de niveau 1, c'est-à-dire ceux qui vous suivent dans votre parcours. Donc, médecin traitant, qui est médecin référent de votre parcours, etc. Tous les paramédicaux, infirmiers, kinés, etc. que vous pouvez avoir. Ça, c'est votre cercle de soins. Ce cercle de soins, lorsqu'il veut accéder à une information, il n'a pas besoin de votre consentement, parce qu'il est déjà intégré dans votre parcours. Ensuite,
et c'est là où je vais répondre plus concrètement à votre question. Donc, dans le cas où vous avez un professionnel qui ne fait pas partie de votre cercle de soins, la loi dit qu'il doit demander votre consentement avant d'accéder. S'il ne le fait pas, de toute manière, vous recevez une notification. Donc, s'il est médecin généralistes, ils pourraient avoir accès à des documents. À la condition qu'il vous ait demandé le consentement, votre consentement. S'il ne le fait pas, de toute manière, vous recevez un mail de l'assurance maladie vous indiquant que ce professionnel de santé a consulté vos documents. Donc, à vous de réagir ou pas par rapport au professionnel de santé en question, pour lui demander pourquoi il a regardé, et ensuite pour le bloquer si vraiment vous avez des doutes sur ce professionnel de santé. Vous pouvez faire ça. Et après, vous pouvez signaler à l'assurance maladie, et là on revient sur la violation secret médical, etc. C'est pas son intérêt. Les professionnels de santé, sauf bien entendu, comme tous les corps de métier, malheureusement, on a des dérives. La grosse majorité, ils n'ont pas intérêt, ils sont radiés de leur droit. Pendant cette consultation, il peut demander en direct et consulter immédiatement. Il n'y a pas besoin de... Si vous demandez, c'est pas un consentement écrit, c'est un consentement oral, qui peut être oral. Dans cet exemple-là, le vrai moment, c'est quand vous allez recevoir un mail vous disant ce professionnel a accédé. Là, si ça s'est fait pendant la consultation, vous dites bah oui, j'étais là, c'est normal. Si c'est pas le cas, vous pouvez réagir. Juste une petite remarque comme ça. Je vais chez mon médecin, je reviens avec une ordonnance, je dois la scanner pour la mettre sur mon espace santé. C'est ça, hein? Idéalement, votre médecin le fait naturellement. D'accord. Va le faire. S'il ne le fait pas, rien ne vous empêche de lui en parler. D'accord. Mais cher docteur, est-ce que vous pouvez mettre... Ça veut dire que si on doit le faire soi-même, on doit avoir le matériel, donc un scanner ou une imprimante avec scanner, et savoir le faire. Et puis ensuite, savoir récupérer le fichier pour l'envoyer. Ça va être un blocage, blocage monumental pour un certain nombre de gens. Non, mais je suis entièrement d'accord. Moi qui a des facilités numériques, ça ne m'intéresse pas. Honnêtement, de mettre des scanners, c'est pour ça que je vous disais que le médecin doit le faire. Il doit le faire s'il ne le fait pas. Après, techniquement, si vous avez mon espace santé sur votre téléphone, vous pouvez prendre une photo, ça scanne. Il y a une fonction. Oui. Encore faut-il savoir le faire. J'essaie de vous donner les possibilités. C'est juste une remarque. Mais franchement, n'hésitez pas à parler à votre médecin ou à un autre professionnel de mon espace santé. Il peut et il doit le faire. Moi, personnellement, ça ne me pose aucun problème. C'est juste une Oui, remarque pour les gens qui vous avez raison de poser cette ni question. informatique, ni les connaissances nécessaires. Oui. Sinon, je précise quand même, suite à l'intervention de Jean-Jacques, que le Conseil des sages donne des cours d'informatique. Voilà. Non, mais c'est important de... Tous les jeudis après-midi, à partir de 15h. Sur rendez-vous. Je parlais aussi du virage numérique qu'on a pris sur d'autres sujets au-delà de la santé. Quand on a pris ce virage numérique, au niveau de l'État, on s'est quand même posé ces questions de comment aider les personnes qui n'ont aucune habilité numérique, informatique. Donc effectivement, vous avez des relais de proximité, des acteurs de proximité tels que le Conseil des sages, c'est ça, oui. Le Conseil des sages. Vous avez des conseillers numériques dans les maisons France Service, vous avez ou dans les mairies, vous avez moi j'ai découvert récemment qu'il y avait des personnes qui pouvaient aider dans les médiathèques. Vous avez la Poste aussi. Maintenant ils s'y ont mis un petit peu. Dans votre commune, je pense qu'ici c'est CAS exactement. Alors pour ceux qui veulent être accompagnés, je les invite à poser la question à la mairie. C'est vraiment des points centraux qui peuvent vous être aidés, ou d'aller au Conseil des sages. Je pense qu'ils vous accompagneront. Les services que vous avez nommés ne vaut le Conseil des sages. Voilà. Donc je reformule ma réponse. Allez au Conseil des sages et vous verrez, il va vous aider en moins de 5 minutes pour activer mon espace santé. Oui.
comprendre les ordonnances que l'on doit faire figurer dans Je ne connaissais pas cette association. cet espace santé. Ah ouais, Est-ce qu'il faut être sélectif en disant on conserve simplement les médications au long cours parce que... Ou est-ce qu'on prend aussi la grippe ponctuelle? Parce que dans les ordonnances que l'on garde, même papier, qu'est-ce qu'on y met réellement? Si je comprends bien la question, quel type de document il vaudrait mieux... J'ai parlé d'acteur. Donc je pense que tout patient, quand il devient acteur, il a plus ou moins une idée sur quel type de documents sont importants par rapport aux questions que peuvent poser des professionnels de santé, par rapport à des démarches administratives, je pense à la MDPH par exemple, des choses comme ça. Du coup, c'est vous qui décidez quels documents vous allez stocker. Vous pouvez vous faire conseiller par votre professionnel de santé, ayez un échange libre avec votre médecin en lui demandant à votre avis qu'est-ce que je peux mettre dans mon espace santé, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui va être utile pour d'autres. Voilà. Il n'y a pas de consigne, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de... une ordonnance de Ibram, c'est pas la peine. Enfin, je peux vous dire ça, mais... Enfin, même pas d'ordonnance. Mais voilà, c'est... par rapport à vos pathologies, tout ce qui est lié à vos pathologies, il vaut mieux les scanner. Je vous ai parlé tout à l'heure de mon ordonnance d'ophtalmo, c'est pas vital. Je l'ai fait par praticité. Voilà. C'est peut-être aussi ça la question, c'est à quel moment je dois sortir ces documents, plutôt que d'aller les chercher dans l'armoire, dans le classeur rouge, vert, etc. Qui est intégré à mon espace santé. Quand vous activez mon espace santé, vous avez automatiquement une adresse mail sécurisée de santé. Là où avant, peut-être que ça vous était déjà arrivé, un médecin ou un autre professionnel vous envoyait une information ou un document par mail sur votre messagerie personnelle. Ça, c'est pas sécurisé. Ça, il y a un gros risque de piratage. Quand vous activez mon espace santé, ce même professionnel pourra vous l'envoyer dans la messagerie de mon espace santé, qui est votre numéro de sécurité sociale, @patientmssanté.fr. Ça, c'est transparent pour vous. Et du coup, les professionnels de santé vont avoir plus de facilité à vous envoyer des mails parce qu'ils savent que c'est sécurisé et ils auront votre adresse plutôt que vous de la demander. Je veux juste préciser quelque chose. Cette messagerie ne peut être qu'initié par un professionnel de santé. C'est-à-dire qu'il initie une discussion. Vous pouvez lui répondre à partir du moment où lui estime que le sujet a été traité ou que l'information a été traitée. Et il clôt le sujet, entre guillemets. Et puis là, voilà, vous ne pouvez pas lui répondre. Vous ne pouvez pas envoyer directement un message à un médecin par ce canal-là. Donc vous gardez vos canaux classiques, type, je pense qu'il y en a certains... des médecins donnent leur numéro de portable ou des mails où il y a un accès via les secrétaires quand ils existent encore. Voilà. Donc, il y a une seule exception à ce principe, c'est celle que j'ai évoquée avant, la possibilité pour vous d'envoyer une ordonnance à votre pharmacien. Quand vous faites ça, vous avez un service qui est en lien avec l'assurance maladie. On va vous proposer les 3 dernières pharmacies que vous avez fréquentées. Donc c'est déjà plus ou moins aidant dans votre choix. Voilà. Donc, et puis il y a 2 autres services dans mon espace santé qui arriveront plus tard en 2024, qui sont, on va essayer de mettre des applications qui vont communiquer avec mon espace santé, mais dans un sens. C'est-à-dire que c'est, vous voyez Doctolib, vous voyez il y a des applications de suivi de diabète, des applications liées aux objets connectés. Elles captent de l'information comme des historiques de taux de glycémie par exemple. Et ça pourrait être déversé dans mon espace santé. Ça pourrait être transmis dans mon espace santé. C'est très utile pour le corps médical dans le cadre de votre suivi. Ça n'ira pas dans l'autre sens. L'idée, c'est pas d'envoyer les données de mon espace santé vers cette application. Pour être référencé
dans mon espace santé, une application doit répondre à un cahier des charges assez costaud. Dans ce cahier des charges, il y a même des questions éthiques qui sont à cocher. Donc là, c'est des exemples, mais voilà, c'était pour vous dire que mon espace santé, c'est plus qu'un carnet de santé numérique. Mon espace santé aussi, ça va être la possibilité de centraliser tous vos rendez-vous médicaux à un seul endroit. Ceux pris via Doctolib, ceux pris via le logiciel de l'hôpital, ceux pris par le logiciel d'un médecin qui n'a pas Doctolib. À terme, si on arrive à communiquer avec les applications, Doctolib c'est déjà dit partant pour l'aventure, tout le monde pourra avoir une seule vision de tous ces rendez-vous à venir. Et donc c'est des fonctionnalités qui sont là pour aider tous les patients. Je pense que j'ai fait le tour, il me restait peut-être juste un point, c'est que mon espace santé peut être très utile en cas d'urgence. Le SAMU qui intervient n'a pas tout de suite les informations du patient. Donc avec mon espace santé, s'il est bien alimenté, il y aura accès. Ça peut éviter certains risques par rapport à des allergies ou des antécédents. Oui. Il y aura accès, d'accord, mais comment? Alors, non, c'est une autre question. Mais par exemple, il y avait avant des applications comme ICE, In Case of Emergency, qui étaient accessibles direct même si le téléphone était éteint. Est-ce que par exemple, un médecin urgentiste qui vient, qui arrive au chevet d'un patient qui vient de faire un accident, par exemple, peut ouvrir mon espace santé pour pouvoir voir éventuellement les médicaments qu'il prend, quelles sont ses pathologies, ses allergies? Si le patient n'est pas conscient et qu'il ne peut pas aider l'urgentiste, il va accéder au DMP. Donc voilà, ça c'est le premier point. Si le patient est assez conscient pour dire j'ai mon espace santé, voilà, je vous l'ouvre, je l'active, je l'ouvre, voilà mes infos, il y accède comme ça. Comme pour trouver une personne à contacter. Si la personne est consciente mais elle ne se rappelle pas du numéro, parce qu'on ne se rappelle plus des numéros maintenant, elle va montrer son téléphone, et voilà. Elle y accède essentiellement par le DMP. Et si c'est un professionnel de santé qui n'est pas urgentiste, qui est dans le coin, entre guillemets, lors de la survenance d'une chute, un AVC, enfin des choses comme ça, lui aussi il peut y accéder via le DMP. La seule différence, c'est que lui, il n'a pas un statut d'urgentiste, donc il devra justifier l'accès exceptionnel au DMP du patient. Voilà. Et tout ça, c'est tracé. On sait à quelle heure, quelle minute, quelle seconde, quel professionnel a accédé à quelle information. Oui. Je voulais juste rajouter quelque chose à votre présentation, si vous me permettez. Au niveau de la sécurité, quand vous vous connectez sur mon espace santé, vous avez besoin d'un identifiant et d'un code. Mais vous devez aussi, on vous envoie soit par SMS, soit par mail, un code de 6 chiffres qui est à rentrer. Ce qui veut bien dire qu'au niveau sécurité, on est tip-top. À chaque fois que vous vous connectez. Après l'activation, alors pour ceux qui connaissent et utilisent France Connect, vous pourrez vous rentrer dans mon espace santé via France Connect. Donc ça c'est aussi pas mal. Dans les évolutions aussi, là je pensais à une question par rapport à Alzheimer. Effectivement il y a la question des aidants. Donc on va, à terme, il est prévu qu'un aidant puisse accéder à l'espace santé de l'aidé, ce qui va beaucoup faciliter et décharger mentalement l'aidant. Donc il y aura une délégation d'accès à mon espace santé qui sera offerte à l'aidant. Et je crois que... oui, je voulais vous donner quelques chiffres. J'ai parlé des 1,8% qui se sont opposés. À date, il y a 14% des Franciliens qui ont activé mon espace santé. Donc ça, c'est un chiffre à avoir en tête.
quand on active, il y a une personne sur 4 qui renseigne des informations complémentaires sur son profil médical. Et après, bon, il y en a 40% qui ont ajouté au moins des informations sur le poids, la taille, l'évolution des tensions, des choses comme ça. Nous, on a un dispositif qui s'appelle les ambassadeurs Mon Espace Santé aussi, qu'on est en train de développer, c'est-à-dire d'essayer de former tous les conseillers numériques qui aident les personnes à faire des choses informatiques, de les sensibiliser à Mon Espace Santé pour qu'ils puissent vous aider si besoin. Donc à date, on est à 140 ambassadeurs en Île-de-France et France Asso Santé est devenu ambassadeur. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je vous remercie de cette occasion lors de la Semaine Bleue. Je ne connaissais pas la Semaine Bleue, maintenant je connais. Et, non, mais le mois d'octobre est un mois où il y a beaucoup d'événements. Entre Octobre Rose, enfin, voilà, la Semaine Bleue, la vaccination, enfin, bref. J'espère avoir essayé d'avoir convaincu certains d'entre vous à activer. Oui ? Ça ne sera jamais accessible aux assurances ? Non. Ni à la médecine du travail, ni enfin ça me concerne moi. Mais oui, non. Il y a vraiment cette notion de cercle de soins, de proches et de respect du rôle de chacun. Oui. Quand on se fait vacciner, est-ce que le professionnel qui a vacciné va mettre le résultat? Oui. Parce que là, s'il ne le fait pas, dites-lui. Moi, j'ai simplement fait une photo du papier qu'on m'a donné, mais je pensais que ça serait automatique. On est en cours quand même. On a convaincu 9 hôpitaux quasiment 95% des hôpitaux à faire ce qu'ils doivent faire obligatoirement. Les professionnels de ville, c'est en cours. Excusez-moi, sur les vaccinations, en particulier la vaccination Covid, il y a 11 jours d'attente avant que ça soit officiel. Donc c'est peut-être pour ça que tu l'as pas reçu, parce que moi par exemple, je l'ai reçu il y a 3 jours, directement sur mon espace santé. D'accord. Mais pour ce qui est du Covid, alors je ne sais pas les autres vaccinations, la grippe et tout ça, mais sur le Covid, il y a entre le moment où tu as fait le vaccin et le moment où il est officiellement actif, il y a 11 jours à peu près. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Je viens de me mettre sur mon espace santé. Je viens de me mettre sur mon espace santé. La CNAM vient de m'envoyer un message qu'il fallait que je refasse mon vaccin pour le zona. Et en disant qu'en 2026, il faudrait que je le fasse aussi parce que j'aurai 75 ans. Non, mais vous avez raison. Ça me casse complètement. C'est un outil qui va permettre aussi d'envoyer des messages de prévention. La partie des